له يا سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى إنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous à la une de l'actualité. Gebran Bassil met en garde contre le risque d'implantation des réfugiés syriens au Liban. Le chef de la diplomatie critique par ailleurs l'approche de l'ONU sur le dossier. 3 jours après les attentats de Bruxelles, les autorités belges multiplient les opérations pour retrouver et neutraliser les suspects. Et 3 jours après la visite historique de Barack Obama à Cuba, les Rolling Stones ont créé l'événement hier soir en donnant un concert géant et gratuit à La Havane. Je vous le disais en titre, le ministre libanais des Affaires étrangères, Gebran Bassil, a mis en garde ce samedi contre le risque d'implantation des réfugiés syriens sur le territoire libanais. Lors d'un point de presse, il a par ailleurs accusé certains responsables de faciliter leur installation pour des raisons électorales. Bassil a aussi critiqué l'approche de l'ONU et de la communauté internationale sur la question des réfugiés syriens au Liban. Ils nous font des promesses d'aide concrètes et ils n'arrivent qu'avec des propositions de prêts. Dixit Gebran Bassil au lendemain d'une visite de 48 heures du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon au Liban. Le patriarche maronite Chararaï a regretté ce samedi que les partis politiques et les blocs parlementaires au Liban aient laissé la présidence de la République dans le vide depuis 1 an et 10 mois. Lors de son homélie prononcée à l'occasion de la fête de Pâques, le prélat a également réclamé que le discours politique, religieux et social au Liban soit un discours de paix, de fraternité et de respect. Le patriarche Raï a en outre estimé que le Liban avait besoin de la résurrection des cœurs et de ses enfants afin de le préserver, ajoutant que le pays des Cèdres était en mesure de garder son identité à condition que la classe politique s'écarte des axes régionaux et internationaux. Migrants, prêtres pédophiles, terrorisme. Dans sa prière à l'issue de la cérémonie du Vendredi Saint, le pape François a balayé tous les sujets d'actualité. L'occasion de prise de position forte devant des milliers de pèlerins réunis près du Colisée à Rome. Cédric Ferreira. Des milliers de fidèles devant le Colisée de Rome. Pour la 4e fois de son pontificat, le pape François a conduit la procession du Vendredi Saint. Au cours d'une prière, le souverain pontife a évoqué plusieurs sujets d'actualité. Il a notamment appelé l'Europe à mieux accueillir les demandeurs d'asile et les migrants. Ô croix du Christ, aujourd'hui nous te voyons dans la mer Méditerranée et la mer Égée, qui sont devenus un cimetière insatiable, image de notre conscience insensible et anesthésiée. Une prière où le pape François s'en est aussi pris aux terroristes et aux vendeurs d'armes qui alimentent les guerres. Il n'a pas épargné non plus l'Église. Le souverain pontife a fustigé le fondamentalisme rigide de certains catholiques et condamné fermement les affaires de pédophilie au sein du clergé. Ô croix du Christ, nous te voyons encore aujourd'hui dans les ministres infidèles qui, au lieu de se dépouiller de leurs vaines ambitions, dépouillent même les innocents de leur dignité. Des déclarations fortes qui interviennent au début d'un week-end chargé pour le pape François avec la célébration de Pâques dimanche. 3 jours après les attentats de Bruxelles, les autorités belges multiplient les opérations pour retrouver et neutraliser les suspects. En tout, 9 personnes ont été arrêtées en région bruxelloise depuis jeudi. 3 ont été libérées. Pendant ce temps, le travail d'identification des victimes se poursuit. Les Bruxellois se sont recueillis vendredi soir, place de la Bourse, en présence du personnel de secours présent mardi matin sur les lieux des attentats. Les décès de ressortissants de 11 nationalités, dont des Américains, un Chinois et un Français, ont été confirmés.
Dans le reste de l'actualité, la prise de Palmyre, tombée aux mains des djihadistes en mai 2015, marque le plus important revers enregistré par l'État islamique en Syrie depuis l'intervention de la Russie en septembre, qui a inversé la tendance du conflit en faveur des troupes pro-Assad. La chute de la ville ouvrirait à l'armée Assad les portes de l'Est du pays, où l'État islamique contrôle la majeure partie des provinces de Deir Zor et de Raqqa. Léla Sali et Marc Pope nous en dit plus. Sur ces images diffusées par la télévision syrienne, la citadelle dominant la cité antique de Palmyre. Les forces pro-régime annoncent l'avoir récupérée. Cette victoire s'est produite grâce à la volonté et à la détermination des soldats au combat. Nous avons libéré la citadelle de Palmyre et le reste de nos troupes prend la route de Raqqa et Deir ez-Zor. L'offensive des forces pro-gouvernementales dans cette région a été lancée il y a un mois avec le soutien de l'aviation russe. Les Russes, qui ont diffusé ces images filmées au drone, on y distingue les combats autour de la citadelle. Si les troupes au sol progressent dans la cité antique, elles doivent faire face à de nombreux obstacles. Ils ont posé des mines sur la route pour nous ralentir, mais on avance quand même. L'enjeu est crucial, mettre fin à l'occupation par le groupe État islamique de Palmyre. Surnommée la perle du désert, la ville est aux mains des djihadistes depuis mai 2015. Un an durant lequel le groupe y a détruit de nombreux temples millénaires et multiplié les exécutions. Au-delà du symbole, la reprise de Palmyre serait un coup dur pour l'organisation de l'État islamique. Cela ouvrirait aux troupes de Bachar el-Assad la voie vers Deir ez-Zor et l'est du pays, un des bastions du groupe djihadiste. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de l'info en Irak. Ces images tournées avec un téléphone portable devaient être celles d'un moment de fête. Le spectateur a finalement immortalisé l'horreur et le chaos lorsqu'un kamikaze de l'État islamique s'est fait exploser dans un village au sud de Bagdad. Plus de 40 morts et plus de 65 blessés selon un bilan provisoire. Le maire de la commune et beaucoup de jeunes gens font partie des victimes. Les attaques de ce type se multiplient dans le pays. Le groupe EI n'a plus de base dans cette région et sème la terreur via ses kamikazes. L'armée irakienne et des forces paramilitaires ont repris le contrôle de 4 localités au sud de Mossoul lors d'une opération décrite comme la première phase d'une offensive pour reprendre la province de Ninive et sa capitale contrôlée par l'État islamique. Juliette Lacharnay. L'opération Fatah ou conquête tant attendue et sans cesse repoussée, enfin lancée. Sur le terrain, l'armée irakienne avance pas à pas. À ses côtés, les unités de mobilisation populaire, une coalition de milices principalement chiites, mais aussi dans les airs, la coalition internationale dirigée par les États-Unis. Déjà, plusieurs localités situées dans la zone ont été libérées. Suite aux instructions qui nous ont été données, nous avons commencé par reprendre les villages avoisinants, avec pour objectif d'avancer vers Mossoul pour libérer la ville de l'organisation État islamique. Mossoul, aux mains des djihadistes depuis presque 2 ans, n'est qu'à une centaine de kilomètres de Makmour. Sur cette vidéo postée sur les réseaux sociaux, voilà à quoi pourrait ressembler aujourd'hui la ville, qui subit de plein fouet les frappes américaines. Les Américains n'ont pas déployé de troupes au sol, mais la coalition mène des frappes aériennes pour nous permettre de contenir la situation. Fin 2015, le Premier ministre irakien s'était engagé à reprendre Mossoul afin de porter un coup fatal aux djihadistes. De leur côté, les alliés américains l'annoncent, l'opération sera longue et difficile. Nous avons toutes les raisons de nous montrer optimistes sur les mois à venir. Mais en aucun cas, je ne prétends affirmer que nous allons enfin briser les reins de l'organisation État islamique et que le combat touche à sa fin. Depuis jeudi, l'armée irakienne renforce ses positions vers Mossoul, déjà encerclée sur plusieurs axes par les Peshmerga. Mais les membres de l'État islamique dispersés dans la région pourraient bientôt ralentir leur avancée. Selon un responsable de l'armée américaine, la reprise de la ville ne devrait pas avoir lieu avant fin 2016, voire 2017. L'État islamique multiplie donc les revers. Un homme présenté comme le numéro 2 de l'organisation terroriste, Abdelrahman El-Kadouli, a été tué par des frappes américaines ce vendredi selon le Pentagone. L'élimination de ce dirigeant du groupe État islamique va entraver la capacité de l'organisation à mener des opérations à l'intérieur et à l'extérieur de l'Irak et de la Syrie.
C'est le deuxième dirigeant que nous avons éliminé avec succès ce mois-ci, après avoir confirmé il y a peu de temps la mort du soi-disant ministre de la guerre du groupe État islamique. Au Yémen, au moins 22 personnes ont été tuées hier dans un triple attentat suicide à la voiture piégée à Aden, une ville du sud du pays où règne l'insécurité. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque. Ces opérations meurtrières interviennent alors que la guerre de la coalition arabe menée par l'Arabie saoudite dans le pays se poursuit. Elle a débuté il y a un an, jour pour jour. Les explications de Florent Rodeau. 26 mars 2015, l'Arabie saoudite entre de plein pied dans le conflit yéménite. À la tête d'une coalition arabe de 9 pays, Riyad vient de lancer une campagne de bombardement intensif baptisée Tempête décisive. Sa cible, les rebelles chiites houthis qui ont pris quelques mois plus tôt la capitale Sanaa. Soutenu par l'Iran et favorable à l'ancien chef de l'État Ali Abdallah Saleh, il force le président Abdrabbuh Mansour Hadi à l'exil. Toile de fond de cette campagne militaire, la guerre d'influence que se livre à distance le royaume wahhabite saoudien et son grand rival chiite iranien. Dans un état délité, Al-Qaïda et le groupe État islamique multiplient les attentats. Sanaa, Aden, les deux plus grandes villes du pays sont régulièrement prises pour cible par les deux organisations terroristes qui profitent du chaos pour prospérer dans le pays. Sur le terrain, la situation humanitaire est déplorable et la famine touche des millions de personnes. Couverture, eau potable, médicaments, la population manque de tout. Le secteur de la santé a été particulièrement touché, nous l'avons constaté tout au long de l'année. On estime qu'environ 25% des établissements de santé ont dû être fermés et ceux qui restent ouverts ne fonctionnent pas de manière optimale. L'insécurité qui règne dans le pays empêche l'accès à ces établissements et la distribution de médicaments. Seule lueur d'espoir pour les Yéménites, la possibilité d'une trêve. Une cessation des hostilités à l'échelle nationale qui pourrait entrer en vigueur le 10 avril prochain à minuit. Depuis le début de l'intervention militaire il y a un an, au moins 6300 personnes ont été tuées selon l'ONU et la moitié sont des civils. Le quotidien britannique The Independent paraît ce samedi 26 mars pour la dernière fois en version papier. Né en octobre 1986, le journal, dont les ventes sont en chute libre depuis quelques années, mise désormais sur le 100% numérique. Le dernier numéro papier est accompagné de 4 suppléments retraçant l'histoire du journal. C'est le premier quotidien national à disparaître des kiosques en Grande-Bretagne depuis Today en 1995. 3 jours après la visite historique de Barack Obama à Cuba, les Rolling Stones ont créé l'événement hier soir en donnant un concert géant et gratuit à la Havane. Longtemps bannie de l'île, la musique anglo-saxonne a fait vibrer une foule impressionnante. 500 000 Cubains ont dansé et chanté avec les Rolling Stones. Julien Cheïda. Un riff mondialement connu, le rock résonne enfin à Cuba. Les Rolling Stones en chair et en os, venus faire danser et vibrer les Cubains. Ils attendaient ça depuis des années. C'est super, je me sens vraiment fier d'être ici dans cet endroit. C'est super beau, c'est grand, tout est parfait. Ce concert est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. Je les adore. Et pour que la fête soit totale, le concert est gratuit. 500 000 personnes de tous les âges venues écouter une musique longtemps interdite sur l'île. C'est un grand changement qui nous rend très heureux parce qu'on a maintenant accès à des choses que nous n'avions pas avant. Donc on est très content d'avoir eu l'opportunité de voir ces icônes. Voilà des images dont les Cubains eux-mêmes n'auraient pas osé rêver il y a encore quelques années. C'était unique, historique, ce sont des dieux. On a été très émus de les voir, qu'ils soient venus jusqu'ici, jusqu'à nous. Le jeu de scène légendaire de Mick Jagger ou les riffs de Keith Richards. Une soirée historique que les Cubains ne sont pas prêts d'oublier.
Et c'est sur ces rythmes que l'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. L'info continue. Bon week-end Pascal à toutes et à tous. بقول له يا سيد انا رجعت على لبنان اتمنى انك ترجع كمان على لبنان